Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Comenzaremos en un minuto. Mientras tanto, les pedimos que sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla para asegurarse que están en el canal de idioma. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de choisir votre langue. Inglés, francés y español, y habrá participantes que hablarán en los tres idiomas. Aujourd'hui, on Asegúrense va de avoir la conectarse con su participation d'intervenants qui vont parler à la fois en anglais, en espagnol et en français. Mais bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer dans une minute. En attendant, on vous demande de suivre les instructions sur votre écran pour vous assurer que vous êtes dans le bon canal d'interprétation. On dispose d'une interprétation bidirectionnelle en anglais, français et espagnol et les orateurs se présenteront dans les trois langues. Si vous n'êtes pas trilingue, assurez-vous dès maintenant d'être dans le bon canal d'interprétation. Et en anglais? Welcome, everyone. We are going to be starting in just 1 minute. In the meantime, we ask that you follow the instructions on the slide and make sure that you are in the correct interpretation channel. We have bi-directional interpretation in English, French, and Spanish today. We will also have speakers presenting in all three of those languages. So if you are not trilingual, please do make sure you're in the correct interpretation channel starting now. With that, I want to welcome everyone. My name is Shani Turk. J'aimerais vous donner la bienvenue aujourd'hui. Je m'appelle Shani Turk, je suis rédactrice technique francophone à Pathfinder et je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. On a organisé cet événement avec le sous-comité de l'ICFP sur le changement, le transfert de pouvoir. L'idée, c'est de promouvoir plus de sensibilisation autour de ces sujets, même dans le contexte actuel. On espère que on va aborder en détail aujourd'hui et mieux comprendre comment est-ce que l'hégémonie de l'anglais affecte notre domaine et quelles solutions on peut proposer pour améliorer l'inclusion linguistique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démontrer par l'exemple comment est-ce qu'on peut inclure d'autres langues. Donc, c'est pour ça que je vais parler maintenant en français et moi, je vais traduire en anglais. Sur ce diapo, vous voyez les 6 normes, les 6 meilleures pratiques qu'on va modeler aujourd'hui et qu'on vous encourage à mettre en œuvre pour vos propres événements. Vous avez déjà entendu parler des points 1 et 2, la présence de nos très chers interprètes, Owen et Carlos, et le fait qu'on commence tout au début avec les instructions dans les 3 langues pour comment accéder à l'interprétation. On vous encourage également d'avoir les diapos, soit multilingues, comme vous voyez sur cet écran, ou bien de partager des traductions des diapos dans le chat. Vous êtes en train de me voir modeler le norme numéro 4. Et puis, numéro 5, on vous encourage à poster vos questions dans n'importe des 3 langues dans le chat. Et mon collègue Maciel Sepulveda traduira ces questions et les réponses dans les 2 autres langues. Un grand merci à elle d'avance. Numéro 6, de toujours parler lentement et clairement, avec des pauses entre les orateurs pour assurer que nos chers interprètes peuvent faire leur travail. On va partager ces diapos avec vous après le webinaire et on vous encourage de les utiliser dans vos propres événements. Donc, un autre point sur les logistiques, avant de vraiment démarrer, dans environ 1 heure, on va se séparer dans les salles de réunion par langue. Pour faciliter cela, on vous demande tout de suite de suivre les instructions sur le diapo pour ajouter à votre étiquette Zoom les 2 premières lettres de votre langue préférée pour la salle de réunion. C'est-à-dire, si vous souhaiteriez être dans la salle de réunion française, on vous demande d'ajouter F, R, devant votre nom ou votre étiquette Zoom. Même chose pour espagnol avec E, S. Et même chose pour l'anglais avec E-N.
Vous voyez comment ça s'apparaître sur mon propre étiquette Zoom. Si vous avez encore des difficultés pour cela, ne vous inquiétez pas. On aura plus de temps pour vous aider plus tard dans le webinaire. OK, quelques objectifs. J'avais déjà mentionné un peu, mais pour vous rappeler, on veut que vous sortez de ce webinaire avec une meilleure compréhension de l'omniprésence de l'hégémonie anglaise et de son impact négatif sur les professionnels SSR, et que vous sortez avec une connaissance approfondie d'approches pratiques pour lutter contre cette hégémonie anglaise. Et ensuite, que vous sentez à l'aise et capable de mettre en œuvre ces approches. Quelques points forts en ce qui concerne l'ordre du jour. On aura un panel des professionnels SSR francophones et hispanophones pour entendre de l'impact personnel de la domination de la langue anglaise, suivi par une présentation d'approches pratiques, puis du temps pour les questions et réponses. Et on va après transitionner vers des salles de réunion par langue pour s'exercer dans 2 outils pratiques pour faciliter l'inclusion linguistique dans votre travail quotidien. Disons DeepL et aussi une checklist, une liste de vérification pour la planification des événements. Avec cela, je voulais donner la parole maintenant à Goodness O'Day et Kelly Wellborn pour quelques brefs mots de bienvenue. Goodness est la coprésidente du sous-comité transfert de pouvoir d'ICFP et Kelly est bien sûr la présidente du comité directeur de la conférence. Goodness, over to you. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc ça, c'est une façon très importante de partager le pouvoir, bien sûr, l'inclusion linguistique. Ah, la connexion de Goodness est mauvaise. Donc c'est important de prendre programming in your approach to the convening you are holding, the communities you are engaging, and how that you are listening in and seeking consciously a way that everyone is communicating. Communication cannot be one way. And we believe that as we go into ICFP 2025, nous, on pense que dans le cadre de l'ICFP, de la conférence, on pense que c'est très important de promouvoir plusieurs approches pour faciliter la communication entre les acteurs du mouvement et pour être plus inclusif. Je suis désolée, il y a une grande partie de son intervention qui a été coupée. Merci beaucoup, Goodness. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'aimerais remercier le sous-comité sur le transfert du pouvoir à l'ICFP. Goodness, Amanda, Stéphanie, Angela, enfin, vous êtes beaucoup et nombreuses, et vous êtes vraiment clés pour, c'est vous qui nous tenez responsables de promouvoir l'équité, donc vous jouez un rôle vraiment important en travaillant avec nos partenaires, les jeunes, différentes populations qu'on essaye de servir partout dans le monde. Donc, merci à vous. L'Institut Gates et l'ICFP, nous avons placé l'équité au centre de notre travail et de notre conférence cette année. Notre thème choisi pour la conférence de 2025, c'est l'équité par l'action, promouvoir les droits et santé sexuelle et reproductive pour chaque personne. Et donc, un sous-thème très important, c'est comment répondre aux inégalités structurelles. Dans le cadre de la conférence, les plaideurs, les chercheurs, les exécutants de programmes peuvent soumettre un résumé sur vos recherches, votre meilleure pratique de programme, vos efforts de plaidoyer qui sont focalisés sur l'équité.
dans tous les aspects de notre travail. Donc, je suis heureuse de vous dire que on a déjà 2 semaines encore, une semaine et demie avant la date limite d'envoi des résumés. Euh, euh, pour donc vos résumés qui seront focalisés sur l'équité sur d'autres thèmes. Donc, si vous avez quelque chose d'important à dire sur l'équité, on vous encourage vraiment de nous proposer un résumé pour que vous puissiez partager votre travail avec le reste de la communauté. La CFP, vraiment, on travaille d'arrache-pied pour nous assurer que notre travail soit le plus inclusif et équitable possible. Donc, on envoie on inclut la traduction dans plusieurs langues, en espagnol et en anglais, en français. En espagnol, parce que cette année, on organise la conférence en Amérique latine. Et on va peut-être ajouter aussi le portugais, parce que le Brésil, bien sûr, est un très grand pays en Amérique latine. Et je sais que plusieurs acteurs du Brésil sont très intéressés par nous rejoindre à la conférence. Donc, on va peut-être ajouter aussi le portugais. Donc, merci beaucoup à vous. Merci aux intervenantes de nous parler de votre travail. Et puis, bien sûr, on est là aussi pour vous écouter et prendre des notes pour nous assurer de continuer à être toujours le plus inclusif possible. Donc, merci beaucoup. Je rends la parole à Shani. Merci pour ces remarques et pour votre soutien dont vous nous avez fait part au sein de vos groupes respectifs. Merci d'avoir organisé cet événement. Alors, je crois que plusieurs de nos participants ont signalé avoir des difficultés pour pour renommer votre nom. Mais vous inquiétez pas, on va s'organiser à la fin de cette session pour vous orienter vers la bonne salle. Français. J'ai encore 2 diapos à dire et puis je vais transitionner vers notre panel. Donc, juste avant de commencer, on veut noter quelques termes clés qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, d'abord, hégémonie linguistique et dans notre secteur, on en parle en termes de domination de la langue anglaise sur les autres langues, le plus souvent. Quand on parle de l'inclusion linguistique, on dit qu'on préfère ce terme à l'égalité ou l'équité linguistique. L'égalité en termes de langue n'est probablement pas réaliste pour notre domaine et l'équité peut donner l'impression que parler des langues autres que l'anglais est un handicap. Alors qu'on veut toujours promouvoir le fait que de parler d'autres langues est un atout et non comme un obstacle à surmonter. Et la traduction et interprétation, traduction se réfère à la conversion du texte d'une langue à une autre, alors que l'interprétation se réfère à la conversion du discours ou des mots parlés. Un dernier point, sur notre point de vue en tant qu'organisatrice sur ce sujet complexe, on est conscient que le français et l'espagnol ne sont pas, bien sûr, les seules langues à être impactées par l'hégémonie anglaise et que ces 2 langues et le portugais ont toutes leurs propres histoires de marginalisation des langues locales. Cependant, on est convaincu que le débat linguistique, le débat sur l'inclusion linguistique doit commencer par un accès fonctionnel. Et la promotion de ces langues coloniales, comme une première étape, nous aide à inviter le plus grand nombre de personnes à la table pour cette conversation. Bien sûr, on reconnaît aussi qu'on n'a pas toutes les réponses et on vous invite à partager dans le chat ce que vous faites déjà pour améliorer l'inclusion linguistique dans votre travail quotidien. Beth va maintenant poster quelques relances dans le chat pour avancer cette réflexion. N'oubliez pas que vous êtes invité à écrire dans le chat dans n'importe des 3 langues. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on promouvoir l'inclusion linguistique lorsqu'on traverse une période particulièrement difficile pour notre secteur, où on sait que les ressources deviennent beaucoup plus limitées, malheureusement? Tout d'abord, on n'est pas là
pour vous faire honte ou pour vous surcharger avec encore des tâches lourdes à faire. Cependant, on sait que quand on est dans un environnement de crise, de difficulté, on a la tendance de se retourner vers nos modes de travail habituels, qui souvent laissent les gens de côté. Alors pour nous, ce webinaire devient encore plus important aujourd'hui qu'il y a quelques mois, et on espère que les participants sortiront au moins avec une meilleure compréhension et quelques actions tangibles à prendre. Avec cela, je passe la parole à Elizabeth Arlotti Parrish, qui est la modératrice pour le panel des pairs. Merci, Elizabeth, à vous. Merci, Shani, et bonjour, bonsoir à tous. Je suis Elizabeth Arlotti Parrish. Je suis directrice technique en matière de genre et santé ados et jeunes avec JPIGO et je suis très contente d'être avec vous comme modératrice de ce panel. Nous avons avec nous 4 experts globaux dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive qui ont gracieusement accepté de partager des histoires sur l'impact de l'hégémonie de la langue anglaise dans leur travail, ainsi que suggérer une solution que les participants de cet webinaire pourraient mettre en œuvre dès maintenant. Ce panel sera présenté dans la langue préférée de nos 4 intervenants. Nos 2 premiers intervenants s'expriment en français et je les présenterai en français. Notre 3e intervenant parle en anglais et je le présente en anglais. Et notre 4e intervenant s'exprime en espagnol et je la présente en anglais parce que je ne parle pas très bien l'espagnol. Alors, assurez-vous que vous êtes dans le canal audio de votre langue préférée si vous ne parlez pas ces 3 langues. Notre première intervenant est Marie Ba. Elle est la directrice de l'unité de coordination de partenariat de Ouagadougou et l'une des principales défenseuses des droits des femmes et des filles dans la région. En tant que directrice, Marie dirige la collaboration et la coordination entre les ministères de la Santé de 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou, les organisations de la société civile et autres partenaires de mise en œuvre, ainsi que les principaux donateurs internationaux pour la santé reproductive. Marie, la parole est à vous. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous et de voir autant de participants se joindre à nous pour cette excellente conversation. Je me présente tout d'abord. Je suis Marie Ba, donc née et grandie au Sénégal, donc d'origine sénégalaise. Et j'ai fait mes études aux États-Unis. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle ça a été les États-Unis plutôt que la France, le pays où traditionnellement, on va dire, les étudiants sénégalais font leurs études, c'est que ma mère, déjà à l'époque, avait pressenti que le futur était anglophone et que de plus en plus, avec la mondialisation, il fallait absolument que ses enfants parlent anglais. Et donc, c'est la raison pour laquelle mon frère, ma sœur et moi, nous sommes retrouvés donc, aux États-Unis faire nos études. Et c'est un peu important pour la suite de mon intervention aujourd'hui. Et ensuite, ma carrière, pour la plupart, je les ai passées avec Population Services International, leur bureau de Washington, pendant quelques années, et ensuite le bureau du Mali. Et ensuite, je suis revenue au Sénégal parce qu'il était très important à l'époque pour mes parents et pour nous-mêmes, la famille, de pouvoir rentrer au Sénégal et aider à développer notre pays, notre région. Alors, peut-être je vais donner un exemple sur comment l'hégémonie de la langue anglaise a eu à m'impacter, et j'avoue être assez favorisée justement parce que j'ai eu cette éducation francophone et anglophone et parce que je suis parfaitement bilingue. Il y a parfois par contre beaucoup d'attentes dans la participation à des réunions, à des conférences, à ce que non seulement je sois modératrice et panéliste, c'est beaucoup plus simple quand moi je le fais parce que je peux m'exprimer dans les 2 langues. Mais il y a aussi, et ça on l'a mentionné dans l'article dont on parlera un peu plus tard, beaucoup d'attentes par rapport justement à ce que je puisse traduire ou aider dans la traduction. Ce qui est assez compliqué et qui fait que je me retrouve parfois dans des réunions dans lesquelles je ne suis pas censée être, mais juste parce que je parle anglais et français et que donc je peux faire la traduction pour les anglophones et les francophones. Et ça me prend énormément de temps. Donc je dirais que c'est un désavantage quelque part, même si j'avoue que ça a beaucoup aidé dans la carrière de manière générale.
Un exemple concret, par exemple, c'est qu'il m'a été demandé lors d'une conférence internationale, que je ne nommerai pas, de modérer un panel où il y avait des participants, un mix de panélistes anglophones et francophones, et évidemment, il devait y avoir la traduction. Donc, l'interprétation en direct. Et au moment où on commence le panel, on nous a assuré que tout fonctionnait. Au moment où on commence le panel, un des participants nous signale que la chaîne audio ne fonctionne pas et donc n'arrive pas à comprendre ce que les participants disent et de façon assez autoritaire nous a demandé, enfin m'a regardé moi et m'a demandé de traduire ce que le panéliste venait de dire en anglais. Donc ça a été un triple travail, on va dire, où il fallait que j'écoute les panélistes, que je pose des questions, mais également prêter attention assez pour pouvoir traduire. Donc juste vous dire que j'ai fini ce panel avec un mal de tête extrême en ayant dû faire tout ce travail-là. Et je pense que ça aurait été injuste si jamais c'était tombé sur un autre modérateur de lui demander de pouvoir traduire aussi ce que les panélistes disaient pour l'audience. Et peut-être pour conclure, c'est de dire qu'il y a cette perception qui est très négative par rapport aux non-anglophones. On a l'impression très souvent, je me suis retrouvée dans des pièces où, selon l'intonation, l'accent qu'un non-anglophone peut avoir, il y a cette perception que ce que cet intervenant dit ou ce que ce participant dit n'est pas intelligent, ou en tout cas est jugé selon le vocabulaire qu'il utilise beaucoup moins pertinent que si un anglophone le disait et même le disait beaucoup moins bien. Donc il y a ce biais qui est encore là, je pense qui est extrêmement important et qu'il faut qu'on reconnaisse. C'est pas l'intonation ou l'accent qui fait la pertinence et l'intelligence de l'intervention. Et je pense que si je peux peut-être donner une solution, comment pallier, il y en a beaucoup qui sont déjà cités dans l'article qu'on va partager avec vous et qui a déclenché ce webinaire. C'est vraiment autant que possible, encourager non seulement l'apprentissage des autres langues. Je sais que nous, par exemple, au niveau de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, on a instauré des cours en anglais qui ont duré sur plusieurs mois pour faciliter l'apprentissage de l'anglais et permettre au staff d'être beaucoup plus à l'aise, non seulement dans les réunions, mais également dans les conférences. Mais c'est aussi de forcer autant que possible, et peut-être que ce sera un peu bizarre sur les premières années, autant que possible d'organiser des conférences dans des pays non anglophones. Donc je suis très contente que ICFP se déroulera en Colombie. Ça forcera les francophones, les anglophones et autres à pouvoir s'adapter à non seulement la culture hispanique, mais aussi le langage, la langue. Mais c'est forcé autant que possible d'avoir les interventions dans les langues de chacun des participants et d'avoir des quotas, par exemple, le nombre de francophones, le nombre d'hispaniques, le nombre d'arabophones, le nombre de... J'ai vu des commentaires par rapport à l'allemand et l'anglais. C'est vrai que voilà, ça va devoir se faire étape par étape, mais forcer autant que possible cette collaboration-là et de participer à ces conférences est extrêmement important. Et même si tout ne se comprend pas au bout de la première, de la deuxième conférence, c'est d'instiller justement cette collaboration linguistique-là et encore une fois, autant que possible, de ne pas avoir les conférences dans des pays anglophones. Voilà. C'est la plupart de mon intervention et je suis sûre que mes autres co-panélistes, Mohamed, Aminata et Angela, auront d'autres solutions beaucoup plus peut-être pertinentes également à partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour cette histoire personnelle et pour ces excellentes suggestions. Notre prochain intervenant est Mohamed Lee, le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et centrale chez Engender Health. Mohamed a plus de 15 ans d'expérience en gestion de programmes, suivi, évaluation et recherche. Elle a travaillé avec des équipes multiculturelles, d'experts multidisciplinaires, en mettant l'accent sur la santé publique, l'engagement communautaire et l'autonomisation des organisations locales. Dans son rôle actuel, il supervise tous les programmes d'Engender Health en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale afin d'améliorer la vie des femmes et des filles dans la région. Mohamed, la parole est à vous.
Alors, merci Elisabeth de me donner la parole. Merci à Marie d'avoir planté le décor et merci à tous les panélistes et à tous ceux qui nous joignent aujourd'hui pour cette rencontre de haute importance. Alors, j'aimerais partager moi une histoire personnelle. C'est vrai que Marie a commencé par une histoire personnelle, mais c'est un peu l'histoire de ma carrière que je voudrais partager ici pour insister sur un aspect qui est parfois négligé, mais qui concerne la santé mentale et les difficultés personnelles que les non-anglophones peuvent subir dans des projets, et ce, en dépit de leur performance technique. Alors, donc, mon expérience personnelle est celle que j'ai vécue lorsque j'ai été recruté il y a plus d'une dizaine d'années comme chargé de suivi et évaluation pour une ONG américaine que je ne citerai pas aussi. Alors, j'avais des connaissances très limitées en anglais en ce moment, mais j'avais une expertise avérée sur les questions techniques de suivi, évaluation et analyse des données qui était reconnu là où j'avais travaillé, parce que je suis ivoirien, donc j'avais travaillé en Côte d'Ivoire au ministère du Plan, avec l'Institut de la statistique, avec d'autres instituts qui travaillaient sur ces questions de population avant de joindre l'ONG. Et lorsque j'ai été recruté dans un processus totalement français, je devais travailler avec une équipe à Washington, D.C., deux équipes, une équipe qui travaillait sur les aspects techniques avec des personnes 100% anglophones. Et nous avions des réunions hebdomadaires avec ses collègues du siège en anglais qui parlaient très vite. Je n'arrivais pas à capter ce qu'elle disait avec un accent très poussé parfois. Et de toutes les façons, lors de ces réunions, on ne se souciait pas forcément de ce que je ressentais. Parce que j'étais seul dans ce cas. Et à la limite, on me traitait comme un incompétent. Et c'est ce que je n'arrivais pas à supporter. Parce que le fait que je n'arrive pas à m'exprimer en anglais a été systématiquement perçu comme de l'incompétence pour moi. Et pour moi, c'était très difficile à vivre personnellement parce que je savais que je n'étais pas un incompétent. Et donc, à chaque réunion, j'étais anxieux, je passais des nuits blanches. Hein. Parfois, il y avait beaucoup d'arrogance pour ceux qui parlaient avec moi. Et bien vrai que je ne parlais pas anglais, il y a eu une phrase un jour que j'ai perçue. Il y a une qui a dit, mais what is he doing in this office? Bien que je ne parle pas anglais, ça j'ai compris. Parce que, comme vous dites, quand c'est vraiment difficile, on arrive à percevoir quelques mots. Voilà, quand même. Et ça, j'avais compris. Et pour moi, c'était difficile. Et on avait une deuxième réunion, qui était cette fois-ci une réunion liée au programme. Et dans cette réunion, on avait une collègue qui parlait français. Qui était au siège. Et avec cette collègue, j'avais de très bonnes réunions et j'arrivais à partager les résultats de mes travaux. C'était excellent. Et elle m'appréciait bien, elle m'appelait professeur, elle aimait très bien ma manière de présenter les choses. Et on avançait très bien, c'était extraordinaire. Et du coup, quand on avait des réunions avec elle, j'étais moins anxieux, je me sentais beaucoup plus respecté, je me sentais beaucoup plus valorisé. Et finalement, tout le monde a commencé à respecter, à accepter que je faisais du bon travail. Et grâce à cette collègue qui parlait français, je pouvais exprimer ce que je ressentais, je pouvais démontrer ce que je faisais sur le terrain. Et finalement, les autres ont compris que j'étais loin d'être un incompétent et que le seul délit que j'avais commis en griffe, c'était de parler la langue dans laquelle j'avais été formé, dans laquelle j'avais fait tous mes diplômes, et la langue du pays dans lequel le projet était mis en œuvre, quoi. Donc, voilà, le simple fait de parler la langue du pays, du projet, était pour moi un problème. Voilà. Et donc, voilà, grâce à l'intervention de cette collègue, j'ai gagné le respect des autres collègues et progressivement, j'ai pu avoir des promotions et grandir dans cette organisation. Mais j'ai dû améliorer mon anglais parce que si je n'améliorais pas mon anglais, il y a forcément une barrière naturelle qui s'opposait à moi. Et donc, grâce à cela, j'ai pu me sentir mieux, j'ai pu progresser dans l'organisation, j'ai pu atteindre des résultats grâce à cette collègue. Et parfois, je me demande si elle n'avait pas été là, peut-être que cette étiquette de l'incompétent serait restée sur moi et peut-être que j'aurais traîné ça pendant toute ma carrière. Et donc, c'est difficile. Et cette collègue, c'est Elisabeth, la modératrice du panel. Voilà, merci pour tout. Je pense qu'il fallait que je partage ce témoignage. Donc, ma recommandation, c'est déjà de changer le regard
de ne pas penser que parce que les gens ne parlent pas une langue donnée, ils sont incompétents. Dieu merci, aujourd'hui de ma position de manager, c'est quelque chose que j'essaie de régler tout le temps. Je mise d'abord sur la compétence, au lieu, la langue vient après. Et parce que l'une des recommandations clés, c'est de ne pas considérer l'inclusion linguistique comme une option en réalité. Parce que dans nos projets, il n'y a aucune négociation possible sur les procédures, sur la sécurité, sur le procurement. Mais sur les langues, là-bas, on peut négocier, on peut se débrouiller là-bas. Et je pense que de même qu'on refuse de se débrouiller sur les procédures, il faut qu'on arrête de se débrouiller avec la langue. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer à 100%. Et comme Marie l'a dit, il ne faut pas que quelqu'un s'exprime juste à partir de ce qu'il peut dire en termes de vocabulaire, mais il faut qu'il puisse dire ce qu'il ressent dans le fond. C'est comme ça qu'on va promouvoir l'innovation dans notre milieu, parce que le fait que certaines personnes soient exclues du fait de la langue, ça tue l'innovation, ça fait que ces personnes ne peuvent pas faire passer le message. Et je vais terminer par ça pour dire, lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on va dans des communautés, qu'on recrute des agents de santé communautaires, on insiste pour que ces agents de santé communautaire parlent dans la langue locale. Voilà, donc ça veut dire qu'on sait très bien que si on ne parle pas la langue locale, le projet ne peut pas marcher. Alors, donc, pourquoi on veut nettoyer le village sans commencer par nettoyer devant notre propre porte? Donc, avant de régler toutes les inégalités dans la communauté, offrir les services à tout le monde, être inclusif, il faut qu'on soit inclusif dans notre communauté et qu'on essaie de réduire toutes ces inégalités qui mettre certaines personnes, certains membres de l'écosystème en marge de l'innovation et puis du développement. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de nous donner cette opportunité. Merci à tous les organisateurs de positionner cette question au centre des débats. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Merci d'avoir partagé cette histoire personnelle et ces bonnes suggestions. Et merci à moi personnellement. Je suis vraiment honorée d'avoir joué un petit rôle dans cette histoire. Je vais maintenant continuer en anglais pour nos deux derniers intervenants. Our next speaker is Aminata Diop. Alors, notre prochaine intervenante s'appelle Aminata Diop. Elle était traductrice et interprète. Elle est entrepreneure aujourd'hui. Elle dirige une entreprise environnementale et donc elle comprend très bien l'importance de communiquer clairement. Puisqu'elle a plus d'une décennie d'expérience en matière de traduction et d'interprétariat, et donc elle connaît de très près les barrières linguistiques. Aminata, le micro est à vous. OK, donc je vais parler comme ça. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aminata et j'aimerais remercier tous les panélistes, Marie, Mohamed et Angela. Merci d'être ici. Merci aussi de m'avoir invitée à m'exprimer. Je crois que ma carrière n'est pas aussi formidable ni intense que celle de Marie et Mohamed, mais j'ai travaillé en tant qu'interprète et traductrice pendant à peu près 10 ans en revenant des États-Unis. C'était au début quelque chose vraiment d'alimentaire pour moi pendant que je travaillais sur mon master. Et puis petit à petit, j'ai commencé à apprécier ce travail. C'était vraiment très bien payé à Dakar, il faut que je l'avoue. J'ai travaillé donc pour une organisation de renom au Sénégal, une ONG qui travaille dans le domaine des droits humains, et pour le Centre des ressources africaines, qui est une ONG un peu plus récente qui a été lancée et financée par, je crois, la Fondation Gates, il me semble, et qui promeut l'accès aux soins, à la santé, et qui travaille avec différents ministères en Afrique. Donc, ces organisations se focalisent un peu sur la santé reproductive, mais ce n'était pas tout à fait mon sujet principal au quotidien. Par contre, mon travail, c'est par exemple quand on reçoit des clients qui veulent construire des projets au Sénégal, je m'assure que ces projets soient conformes aux standards environnementaux du Sénégal. Et la raison pour laquelle je dis ça, je vous explique ça, c'est que quand
une autre culture vient dans un autre pays, c'est important que les personnes qui portent cette culture essayent de comprendre les normes de la culture dans laquelle ils essayent d'implémenter un programme. Et en tant qu'ancienne traductrice et interprète, j'ai pu être témoin de ces dynamiques-là. Et je me suis rendu compte comment quelqu'un a voulu exprimer quelque chose. euh, euh, j'ai pu voir comment passer ces idées. Donc, c'est important pour moi de souligner l'importance d'avoir les bons interprètes quand vous organisez une conférence. Je crois que dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la santé ou de l'éducation ou de la finance, souvent, il y a un thème qui dure toute l'année et plein de conférences qui ont lieu dans différents endroits du monde. Et ils pensent que tous les interprètes sont pareils, sont les mêmes. Et on part du principe que si on paye pour un service d'interprétariat, ça sera forcément de bonne qualité. On présume que ces personnes vont connaître la terminologie technique de différents projets. Par exemple, on a une conférence ici au Sénégal et à la dernière minute, ils ont décidé d'embaucher un interprète, mais et parfois cette personne, on ne va pas lui envoyer de glossaire, mais on va s'attendre à ce que cette personne ait appris ce que toutes les personnes, tous les acteurs de ce domaine ont appris pendant des années d'entraînement et de formation en simplement une soirée la veille de la conférence. Donc ça, c'est des points importants à relever. J'ai eu deux exemples pour moi qui ont été, au moins un qui a été vraiment une expérience assez traumatisante. Je crois qu'il y a environ un an, j'ai été appelée à interpréter une grande conférence où le président était là et j'y suis allée, j'étais appelée au dernier moment et bon, moi je soutiens le nouveau président et donc j'y suis allée parce que je suis très patriotique et je dis mais on était une équipe d'interprètes. Au final, le président n'est pas arrivé, mais certains ministres sont venus en son nom, dont certains ne parlaient que le Wolof. Et ça a été extrêmement différent. Si vous n'avez pas été formé à la traduction entre le Wolof et le français, c'est extrêmement difficile de l'improviser, en fait. Et personne ne savait pas dans quel sens il devait traduire. Et on n'était que deux interprètes qui devaient fournir un service d'interprétariat pour plus de 1000 personnes. Il fallait bien sûr échanger les rôles. On avait presque zéro expérience d'interprétariat entre le Wolof et le français. Et ça a été extrêmement, extrêmement laborieux. Et donc, en toute honnêteté, notre interprétariat était vraiment d'une mauvaise qualité. En Wolof, il y a des nuances, des expressions qui ne peuvent pas vraiment être traduites en anglais, en français, pardon, sauf si vous avez vraiment de l'expérience et de l'expertise. Et c'était des sujets, bien sûr, extrêmement importants, politiquement importants. Par exemple, certains proverbes étaient utilisés en Wolof. Et comment le traduire pour quelqu'un qui est anglais ou qui arrive de New York et pouvoir lui traduire toutes les nuances culturelles de ces proverbes, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Et dans mon cas, ce n'était pas un manque de volonté, mais un manque de préparation. Et il faut savoir que les interprètes ne sont pas simplement des dictionnaires à pattes qui marchent. On a besoin de temps pour se préparer. Et donc, parfois, les personnes qui sont en charge d'embaucher les interprètes pensent que payer 300, 400 $, par exemple, un interprète par jour, ils pensent que c'est important. Mais dans mon cas, je pense que c'est très important de souligner trois choses. D'abord, c'est important d'avoir un vrai budget pour financer de l'interprétariat de qualité.
d'une excellente qualité. Et ça, c'est important de communiquer ça aux personnes qui prennent les décisions budgétaires. Vraiment, pour un interprète, il faut compter au moins $700 par jour. Et vous avez besoin au moins d'une équipe de 4 personnes si vous voulez, sur une journée, avoir de l'interprétation de qualité. C'est important aussi d'avoir en tant qu'organisation un interprète ou une interprète sur le long terme qui va connaître et comprendre votre jargon, qui va voyager avec vous, qui va vous accompagner et vous pouvez bien sûr négocier un tarif qui soit plus qui se fixe pour ce genre d'engagement. Mais ça, c'est important. En termes de préparation, c'est important de transmettre le glossaire, le vocabulaire en amont de l'événement. C'est d'autant plus important que si vous êtes obligé de travailler avec des interprètes que vous ne connaissez pas. Donc, c'est important que ces nouveaux interprètes comprennent vraiment les sujets que vous allez aborder. Et enfin, et ce n'est pas des moins importants, il faut comprendre que si vous en avez les moyens, pardon, c'est important que quelqu'un dans votre équipe maîtrise aussi la langue dans laquelle vous allez engager vos interprètes. Par exemple, au Sénégal, autour du Wolof, par exemple, c'est important d'avoir quelqu'un qui parle anglais et français, mais aussi vraiment le Wolof. Le Wolof, c'est aujourd'hui une des langues les plus parlées au Sénégal, donc ça, c'est important. Donc voilà, c'est ma perspective, mes quelques conseils pour continuer à avancer dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Aminata. En tant qu'exécutant de programme, on n'entend pas toujours les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les interprètes. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, notre quatrième et dernière intervenante s'appelle Ángela León Cáceres. Elle est coordinatrice du Fonds mondial pour la femme. Elle parle plusieurs langues. Et elle se focalise il faut dire qu'elle est féministe et qu'elle se focalise sur la santé publique, le développement. Elle travaille dans des contextes très complexes depuis 10 ans en Amérique latine, en Afrique et en Asie, en particulier pour les femmes, les adolescentes, les filles. Angela, la parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler en espagnol. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir faire ça et de vous parler de ce thème qui me tient à cœur et aussi de pouvoir le faire en espagnol. Ce que je veux dire, c'est que donc moi, je me focalise, oui, sur ce thème de l'inclusion linguistique. Donc, merci beaucoup de m'offrir cet espace pour en parler et de parler de l'importance de comprendre que la langue, le langage n'est pas neutre, n'est jamais neutre. C'est un mécanisme à travers lequel s'opère le pouvoir. Et on sait, la recherche académique a montré que le langage, la langue n'est pas simplement le reflet de l'hégémonie, mais aussi il le construit et le concrétise, elle la concrétise. Et donc tout le thème de l'équité, quand on parle d'équité structurelle, systématique, c'est important de parler de comment le langage, la langue impose certaines valeurs, une certaine conception du monde. Et donc, c'est important de différencier les langues, pas simplement le langage en tant que tel, mais aussi les formes de connaissance, les structures de connaissance et les façons d'aborder le monde au-delà même de la langue. Et ces façons d'aborder le monde ne peuvent pas s'exprimer s'il y a une hégémonie linguistique. Et ça, c'est tout à fait vrai dans le domaine de la santé, bien sûr. Quand on parle de droits et santé sexuelle et reproductive, on sait que l'anglais, c'est la langue internationalement reconnue comme celle nécessaire pour accéder à certains groupes, à certains financements, etc. Et cette domination linguistique détermine
quelles connaissances on va pouvoir avoir accès, mais aussi ça détermine qui reçoit les financements pour pouvoir mettre en œuvre des projets et de qui la réalité est représentée aussi. Donc, je crois qu'on ne devrait pas se demander quelles sont les inégalités, mais plutôt d'apprécier profondément dans quelle mesure cette domination linguistique fait taire et marginalise les professionnels, les plaideurs et les plaideuses, et les communautés dont la langue maternelle n'est pas forcément l'anglais. Donc, ces dynamiques se traduisent donc par de nombreuses barrières pour les professionnels. Et donc, je crois que c'est une grande opportunité que l'ICFP aura lieu en Amérique latine pour la première fois. Parce que ces types d'événements peuvent être non seulement un outil d'inclusion, mais aussi une plateforme pour vraiment permettre à plusieurs voix de s'exprimer. Ce que je voudrais vous dire d'un point de vue personnel, c'est que moi, j'ai dû naviguer entre différentes instances internationales, conférences qui ont lieu en français et en anglais. Et souvent, l'audio est coupé. Donc, ces dynamiques sont assez complexes. Moi j'ai vécu ça, j'ai été dans ces espaces. Mais le fait d'avoir une communication très limitée, c'est un obstacle pour pouvoir se générer des opportunités, pour pouvoir tisser du lien. Ce que je voudrais dire aussi, ce qui est important pour moi, et c'est ce que disait Aminata Diop sur les traductions, c'est que parfois on croit que les solutions à l'inclusion linguistique sont simplement liées au fait d'avoir une traduction. On a l'impression d'avoir résolu le problème en ayant une traduction, et bien sûr que c'est très important d'avoir ces services, mais je crois qu'il faut aussi parler de décolonisation et comprendre qu'il y a une appropriation différente et comment est-ce que la prise de décision, la redistribution du pouvoir perçu du Sud global va se manifester différemment que si elle est parlée, comprise, structurée d'un autre point de vue. Comme on sait, l'anglais, donc c'est la lingua franca du monde académique, c'est la grande majorité des articles académiques et de la recherche est conduite et publiée en anglais. Une donnée clé dont j'aimerais vous faire part, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée en 2021 dans The Lancet qui révèle que 80% de la recherche en santé mondiale est publiée en anglais, alors que la majorité des maladies dans le monde ont lieu dans des pays, non anglophones, en particulier dans le Sud global, ou ce qu'on appelle le Sud global. Donc ça nous donne un peu l'idée, enfin, ça nous permet d'apprécier qu'on est vraiment loin d'avoir un monde complètement inclusif où le pouvoir soit distribué de manière équitable. Ce qui est aussi important, c'est de parler de participation des communautés qui ne parlent pas plusieurs langues, parce que souvent, c'est les dernières consultées, en fait, alors que c'est les premières concernées. Souvent, ces personnes qui sont les plus affectées sont consultées à travers des intermédiaires anglophones, et ça prive ces personnes de s'impliquer significativement dans les conversations. J'aimerais vous parler d'une expérience en Amérique latine, aussi aux Caraïbes. Les mouvements de femmes, les mouvements féministes et les mouvements pour les droits et santé sexuelle et reproductive
malheureusement sous-représentés à l'heure actuelle dans les espaces internationaux en raison de cette limite, de ce blocage linguistique, de ces barrières linguistiques. Bien sûr, ça implique, ça augmente les coûts pour ces personnes de travailler, de participer à ces espaces. Donc, c'est important de souligner l'importance d'avoir des opportunités d'améliorer ces langues. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nombreux de nos réseaux sont systématiquement exclus des coalitions internationales, à moins qu'elles puissent se payer leur propre traduction ou qu'elles aient du personnel bilingue. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais d'un coût plus élevé. Pour terminer, j'aimerais vous communiquer quelques solutions concrètes, propositions. Bien sûr, c'est important d'avoir des services d'interprétariat, de la traduction, c'est fondamental, mais c'est aussi important de concevoir les projets, les processus, les conférences, les événements dans lesquels on puisse accepter et inclure, intégrer tous les documents, tous les processus dans plusieurs langues. Important aussi d'avoir des formats multilingues dans les séminaires et les ateliers de formation. Et je crois surtout qu'il faut inclure dans les budgets une ligne budgétaire qui se focalise sur, qui est pour objectif de partager ce pouvoir linguistique entre différentes langues. Parce que quand on parle de décolonisation du langage, on ne parle pas simplement des mots et de la traduction, mais des espaces internationaux dans lesquels on puisse développer notre travail dans notre propre langue. Et on ne peut pas parler de changement structurel ni de décolonisation en santé mondiale si on ne peut pas prendre de front, enfin s'attaquer directement à cette hégémonie linguistique de l'anglais. Donc, il faut qu'on s'éloigne, qu'on s'affranchisse des modèles de communication verticaux, donc hiérarchiques dans le domaine de la santé. Et c'est important d'écouter toutes les langues et de valoriser la diversité épistémique qui surgit des marges. Ça implique aussi donc de remettre en question les modèles de communication qui légitiment certains discours plus que d'autres. Et donc ici, il ne s'agit pas simplement de traduire des mots, mais de redistribuer aussi le pouvoir. Merci, Angela, pour votre intervention, votre perspective. J'aimerais remercier une dernière fois nos panélistes et aussi, on voulait vraiment que chaque panéliste ait la possibilité de s'exprimer pleinement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un peu dépassé notre temps. Donc, j'espère que vous allez pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin de cet événement. Mais on est un petit peu après le temps. Mariam Fall, qui va nous orienter sur des stratégies pratiques pour l'inclusion linguistique. Bon, Mariam, c'est à vous. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à nos panélistes d'avoir pris le temps de partager toutes ces histoires avec nous. Nous avons, je pense, tous entendu les défis auxquels ils ont eu à faire face. Maintenant, nous allons partager avec vous 10 astuces que nous pensons être utiles pour une meilleure inclusion linguistique dans la pratique. Alors, la première partie, ce sera sur les mails et la communication électronique. La première chose que nous suggérons de faire, c'est de traduire vos mails. Donc, autant le corps du message que l'objet, pour la bonne et simple raison que il y a des outils sophistiqués comme DeepL, qui est un outil assez sophistiqué avec une traduction beaucoup plus complète et correcte. Et cela permettrait à la personne qui reçoit le mail de ne pas avoir la charge à traduire le mail qu'il aura reçu. Nous suggérons également d'activer les corrections orthographiques et grammaticales dans la langue cible. Donc aujourd'hui, ici, vous avez traduit un mail de l'anglais vers français. Nous suggérons d'activer les corrections orthographiques et grammaticales afin d'améliorer la clarté du texte
Et cela permettra à la personne qui reçoit le mail de vraiment recevoir un mail bien complet avec sans faute et avec une clarté de compréhension. Toujours dans le cadre de la communication électronique, nous proposons d'inclure le texte source. Donc aujourd'hui, si je prends l'exemple de ICFP, c'est quelque chose qu'ils font déjà très bien. C'est lorsque la communication initiale est en anglais, de laisser le texte en anglais et de faire la traduction tout à fait en bas, mais du texte, de tout le mail avec toutes les informations comprises. Cela permettrait aux personnes qui reçoivent, peu importe la langue qu'ils parlent, de pouvoir bien se référer à la source. Et cela aussi indique que c'est un échange bilingue sans forcément attendre de l'autre personne qu'elle parle la langue originelle de la personne qui a envoyé le mail, donc la langue source. Lorsqu'il s'agit de mails groupés, donc de mails à envoyer à plusieurs participants, nous suggérons de ne pas envoyer des mails par langue. Donc, de ne pas faire un mail avec le même groupe en français, en anglais, en arabe, en espagnol, etc. Nous suggérons, comme nous l'avons dit juste précédemment, de faire un mail mais avec toutes les langues dans le même mail. Cela permettra à la personne de voir que c'est un échange multilinguistique et ça permettrait de se sentir inclus. Personne ne se dira que ma langue n'a pas été considérée ou bien c'est un détail de dernière minute. Donc, ce sont les trois conseils, suggestions que nous avons par rapport aux mails et aux communications électroniques. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la recherche et des productions de connaissances, donc tous ceux qui sont dans le domaine de la recherche, nous savons, moi personnellement, j'ai eu à subir ça, il y a beaucoup de recherches effectuées dans des zones francophones, par exemple, si je prends l'exemple de ma zone, mais qui sont faites en anglais et produites en anglais et publiées en anglais. Donc, ce que nous suggérons pour autant les personnes qui font la recherche que ceux qui le publient, c'est au minimum de publier les résultats de cette recherche dans la langue ou les langues du pays de travail. Donc, si aujourd'hui, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, si on fait une étude en Côte d'Ivoire, même si même si c'est un financement anglophone, de quand même publier les résultats au minimum en français pour permettre aux personnes dans ce pays qui ont besoin de ces données-là de pouvoir les utiliser comme il faut. Donc, ça permettrait aux chercheurs et de pouvoir accéder aux résultats, de pouvoir les utiliser surtout. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ne parlent pas anglais et que les résultats sont publiés en anglais, ils peuvent savoir, peut-être avoir écho que cette étude a été faite, mais ils ne pourront pas l'utiliser comme ils le souhaiteraient. Toujours dans le cadre de la recherche, lorsqu'il s'agit de données déjà publiées, donc de recherches déjà publiées en anglais ou bien dans une autre langue, peu importe le contexte, une des choses qui pourrait être faite, c'est de contacter l'auteur principal. Donc, vous voyez, normalement, quand un article est publié, vous allez voir la liste des auteurs avec leurs contacts. Donc, ce qui pourrait être fait pour des recherches déjà publiées, c'est de contacter cette personne-là, l'auteur principal, et demander l'autorisation de traduire le document. Donc, si c'est dans le cadre du travail aujourd'hui, lorsque vous aurez utilisé un outil comme DeepL pour traduire le document, vous pourrez ensuite partager ça avec vos collègues et l'utiliser comme vous le souhaiterez. Donc, cela permettrait aux non-anglophones d'accéder aux données et à la littérature académique essentielle pour une bonne utilisation dans leur domaine, dans leur pays et dans leur région. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux organisations d'événements. Donc, je pense que parmi nos panélistes, certains ont donné quelques astuces. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur certains points comme la présentation. Donc, nous savons que lors des événements, lorsque il y a des présentations à faire, il serait bien aujourd'hui que la langue de présentation reflète la composition des participants. Si je prends le cas de l'ICFP cette année qui se déroulera à Bogota, c'est un pays où on parle espagnol. Donc aujourd'hui, ça permettrait d'accroître la participation des non-anglophones. Une personne qui a envie de participer à ICFP mais qui ne comprend pas anglais
pourra soumettre sa présentation en anglais et pouvoir être à l'aise surtout de discuter de sa présentation dans la langue avec laquelle elle est le plus à l'aise. Toujours dans ce sens, il faut établir quand même des normes pour l'espace multilingue et le rappeler fréquemment. Nous avons vu qu'il y a plusieurs, si vous avez lu notre article, lors des événements, ils peuvent parler du fait qu'il y a accès à l'interprétation, c'est un espace multilingue, mais ce n'est pas forcément mis en pratique ou bien assez rappelé. Donc, cela permettrait aux interprètes de bien faire leur travail et ça aiderait les participants anglophones et non anglophones, peu importe la langue qu'ils parlent, à participer pleinement à cet événement, à bien en tirer profit et à bien pouvoir profiter du moment. Toujours dans ce sens, il faut chercher des interprètes. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait un excellent travail, mais ça ne vaut pas le travail forcément des interprètes humains, si on les appelle comme ça. Donc, il faut prévoir un plan d'interprétation. Si les participants ne parlent pas couramment la langue de l'événement, si c'est de l'espagnol, si c'est de l'arabe, si c'est du portugais, il faut prévoir un plan d'interprétation en utilisant des interprètes humains, comme on aime les appeler. Et si c'est vraiment pas du tout possible, parce que, bon, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu, prévoir quand même l'interprétation par l'intelligence artificielle. Nous savons qu'il y a des outils comme Wordly qui peuvent être utilisés pour permettre aux gens qui participent à un événement de pouvoir savoir ce qui est en train d'être fait. Et en cas d'absence d'interprétation, s'il n'y a vraiment aucune possibilité ni par intelligence artificielle ni par interprète physique, informer quand même les participants assez à l'avance pour qu'ils soient au courant qu'il faudra, eux, à leur niveau, faire les efforts nécessaires pour participer et comprendre ce qui se passera. Voilà. Le 9e point, ce serait lorsqu'on prépare un événement, de traduire les documents dans toutes les langues utilisées lors de l'événement. Donc aujourd'hui, je vais encore donner l'exemple de l'ICFP. Nous avons vu que dans toutes les communications, il y a minimum anglais et français dans les outils qu'ils partagent, dans les affiches qu'ils font. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en tête lorsque vous organisez, prendre en compte plutôt, lorsque vous organisez un événement, prendre en compte la traduction et l'interprétation. Donc, aujourd'hui, s'il y a un flyer à mettre en place, de traduire ça dans la langue officielle du pays où l'organisation de l'événement aura lieu, mais également prendre en compte les différents participants qui vont venir, quelles sont les langues qu'ils peuvent potentiellement parler et faire des affiches avec les langues de chaque personne, enfin de chaque participant pour leur permettre d'être vraiment imprégnés, de voir les bonnes informations et surtout de participer en temps réel. Enfin, le dernier point, la dernière astuce que nous suggérons toujours dans le cadre de l'organisation des événements, c'est de partager le matériel avec les interprètes. Je pense que c'est quelque chose que Ami a vraiment souligné et il faut le faire assez tôt parce que nous, aujourd'hui, en tant qu'experts, on va dire, dans le domaine des SSR, ce n'est pas forcément le cas de l'interprète. Donc, cette personne a besoin de comprendre le jargon, de comprendre les thématiques, de comprendre le problème ou bien toutes les choses dont on va parler. Donc, il faut assez de temps pour que cette personne puisse s'imprégner des informations. Donc, ce que nous suggérons, c'est de partager le matériel avec les interprètes, autant l'agenda que les lexiques, les présentations, les fiches de travail, en tout cas tout matériel qui a été développé dans le cadre de l'organisation d'un événement doit être partagé assez en avance avec les interprètes pour leur permettre de bien préparer l'événement et pour améliorer vraiment la qualité de l'interprétation. Donc voilà ces 10 astuces que nous avions voulu partager avec vous concernant l'organisation des événements, tout ce qui est recherche et partage de connaissances et en fait tout ce qui est communication électronique. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Mariem. Merci beaucoup à nos chers panélistes. Je crois qu'on a beaucoup appris. Je vous rappelle, ou bien je vous informe,
que ce webinaire était basé sur un commentaire qui a été récemment publié dans Global Health Science and Practice, qui de nombreux organisateurs ont coécrit et auquel ils ont contribué. Ce commentaire de journal est disponible en anglais et en français et il explique plus en détail les raisons pour lesquelles cette question est importante et met l'accent sur certaines mesures que les individus peuvent prendre et que nous avons présentées aujourd'hui. Donc, on va mettre un lien à ce commentaire de journal dans le chat pour que vous puissiez tous avoir cette version devant les yeux et dans les archives. Ça vaut vraiment la peine d'en prendre connaissance et d'en partager. Et voilà, donc nous avons beaucoup appris et ce n'est que le début. Donc maintenant, en fait, j'ai une question pour vous. Si on peut avancer aux prochaines diapos. Voilà, merci. OK. Donc, ma question pour vous, notre question pour vous, comme ce n'est que le début d'un grand apprentissage ensemble, j'aimerais vous demander pour lequel des 3 sujets suivants souhaiterez-vous le plus de soutien supplémentaire, que ce soit documentation, tutoriel ou autre? Je vais vous demander, comme il s'agit d'une priorisation, de réfléchir et de choisir une seule réponse qui vous serait le plus utile et de mettre la lettre de cette réponse dans le chat. Est-ce que pour vous, la priorité pour plus de soutien supplémentaire, c'est A, l'inclusion linguistique pour les langues indigènes ou en Amérique latine? Est-ce que c'est B, l'inclusion des francophones dans la recherche? Est-ce que pour vous, la priorité principale, c'est le C, la préparation d'une conférence multilingue? Ou bien est-ce que c'est les D, autres? Et là, je vais vous demander de préciser cet autre. En fait, c'est quoi? Donc, prenez une seconde, mettez la lettre de votre priorité dans le chat. On aimerait connaître un peu la tendance où le besoin se sent le plus ou bien avec le plus d'urgence. Très bien. Et deuxièmement, j'aimerais inviter vos questions pour nous. Nous allons mettre la partie questions-réponses dans les travaux de groupe. Donc, si on peut aller diapo avec la question sur les questions avant. Voilà, donc quelle question urgente ou quel autre défi avez-vous à relever? Je vais vous demander de prendre 2 secondes et de mettre dans le chat votre idée sur la question urgente ou le défi principal que vous avez à relever quand il s'agit de ce travail d'inclusion linguistique. On va transitionner maintenant aux salles de travail pour la partie de démonstration et de pratique de 2 outils qui aideront beaucoup avec ce travail d'inclusion linguistique. Et donc, on commencera le travail dans les salles avec quelques questions de votre part. Et donc, je vous encourage à nous rejoindre dans ces salles et d'emmener vos questions. Je remercie votre participation jusque-là et je vous encourage à aller dans les salles de travail pour cette démonstration. Et voilà. Donc, on peut ouvrir les salles de travail et on va les rejoindre. Vous allez voir peut-être une invitation à rejoindre une salle de travail. Si vous restez avec nous, je vous encourage à nous dire dans le chat la langue pour les travaux de groupe que vous allez rejoindre. Est-ce que c'est l'anglais, le français ou l'espagnol? Et nous pouvons vous emmener vers cette salle. Vous devez aussi pouvoir vous emmener vous-même dans une salle de votre choix en utilisant l'option de breakout de salle de travail.